Bonjour à tous, bienvenue dans la coupole du T80. On est dans une période un peu particulière avec la pandémie. C'est pour ça que je porte un masque. Néanmoins, comme je suis seul dans la coupole, je peux me permettre de l'enlever. Ça sera plus agréable pour moi comme pour vous pour pouvoir suivre les explications sur ce télescope. Donc, on désigne un télescope, je l'ai dit, par un chiffre 80-80. Je rappelle, ça va être le diamètre du miroir primaire. C'est la pièce la plus importante d'un télescope. Ce qui veut dire qu'ici, si on est dans la coupole du T80, c'est que le télescope a un miroir primaire de 80 cm de diamètre. Alors ce télescope fait partie des 4 télescopes principaux historiques de Saint-Michel l'Observatoire. Les 3 autres étant le 120 cm, le 152 cm et le 193 cm. C'est le plus petit, je vais mettre des guillemets, des télescopes. Enfin, la différence de cet instrument, ce télescope avec les autres télescopes que j'ai cités, le 120 cm, le 152 ou le 193, c'est que d'abord, il est plus utilisé pour la recherche. Il est essentiellement utilisé d'un point de vue pédagogique parce que si à l'époque, son miroir de 80 cm permettait encore des découvertes, à l'heure actuelle, le diamètre des miroirs est beaucoup plus grand. Alors, le diamètre d'un miroir principal, je l'ai dit, c'est capital. Pourquoi? Parce que si vous augmentez la taille du miroir primaire, ça vous permet deux choses. D'abord, en augmentant la taille, vous augmentez la surface de collection du télescope. Vous pouvez recueillir beaucoup plus de lumière, donc avoir accès à des objets qui sont beaucoup moins intenses. On va pouvoir sonder le ciel profond, des objets qui sont très peu lumineux. Sachant que quand vous doublez le diamètre, en fait, vous multipliez par 4 la surface. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt d'avoir un miroir de grande taille, ce n'est pas le grossissement. Le grossissement, en fait, il est lié à, si je prends par exemple l'optique, à un rapport de focale. Non. L'intérêt, c'est la résolution d'un télescope. Plus le diamètre du miroir principal est grand, plus sa résolution va être bonne à cause des phénomènes de diffraction et de ce qu'on appelle la tâche d'Airy avec le critère de Rayleigh. Donc en augmentant le diamètre, on augmente la résolution, ce qui veut dire que si vous grossissez une image, elle va rester nette à plus fort grandissement. Donc ici, avec un miroir de 80 cm, pour faire de l'imagerie, ça ne présente plus vraiment d'intérêt. On pourrait l'utiliser à la limite pour faire de la spectroscopie, mais à nouveau avec un miroir plus grand, on collecte plus de lumière, c'est plus simple. Donc in fine, si on considère par exemple le télescope de 120 cm, lui il est utilisé à la fois pour la pédagogie mais encore pour la recherche. Il permet de faire de la recherche sur par exemple des objets du système solaire. Sur le 120 cm, on va pouvoir faire à la fois de l'imagerie, donc de l'astrométrie potentiellement, et de la spectroscopie, parce qu'on a les deux instruments qui sont disponibles. Mais c'est de la spectroscopie plutôt basse résolution. Sur le 152 cm, comme le 193, ce sont des instruments qui sont dédiés à la spectroscopie. On a des spectromètres haute résolution, on ne fait pas du tout d'imagerie. On n'a pas d'optique, déjà c'est le seul télescope à avoir un oculaire principal, et en plus on n'a plus de caméra CCD sur les autres pour faire de l'imagerie. C'est uniquement de la spectroscopie. C'est là-bas qu'ont été développés des spectroscopes de très haute résolution qui ont permis, vous le savez, la découverte de la première exoplanète. Il a été conçu en 1928 par André Couder à Paris et il a été mis en service quelques années plus tard, en 1932, à proximité de Saint-Michel l'Observatoire, à Forcalquier exactement, puisque à l'époque, l'Observatoire de Haute-Provence n'est pas construit, c'est une idée qui est en train de germer, et pour vérifier que les conditions aérologiques, que les nuits sont vraiment très exploitables ici dans le sud de la France, on fait des tests avec ce télescope à Forcalquier. Finalement, donc, l'Observatoire de Haute-Provence va être construit, commencer à être construit en 1939, il sera fini pendant la guerre. Le premier télescope à intégrer l'observatoire, c'est le 120 cm dans une coupole voisine, et le 80 cm le rejoindra quelques années plus tard, à la sortie de la guerre en 1945. Alors, ce télescope, il a une conception qui est à peu près la même que celle du 193, à savoir qu'il a deux foyers. Il était conçu pour avoir un foyer Newton et un foyer Cassegrain. Actuellement, il n'y a plus que le foyer Cassegrain qui est utilisé ici à l'arrière du télescope où on peut voir l'optique qui est présente.
En termes précisément d'organisation de la coupole, on va élargir un tout petit peu. On sait que notre télescope, c'est du foyer Cassegrain. Si on regarde la monture elle est constituée d'un axe qui est incliné. Cet axe, c'est qu'on a affaire à une monture équatoriale. Autrement dit, l'axe qu'on voit ici, c'est un axe qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. L'idée est la suivante, la Terre tourne sur elle-même. Donc pour nous, en fait, le ciel est constamment en mouvement. Ce qui veut dire qu'on doit suivre les étoiles dans leur déplacement. Il ne faut pas oublier qu'avec ce type de télescope, d'un point de vue imagerie, on a un visuel, un champ qui est très restreint. C'est-à-dire que si on avait une monture fixe, les objets qu'on regarde resteraient très peu de temps dans le champ du télescope, étant donné qu'en plus, on doit parfois faire des acquisitions qui sont longues avec la caméra. Donc on va devoir suivre les objets dans leur mouvement. L'idée d'avoir une monture équatoriale avec un axe qui est parallèle à la rotation de la Terre, c'est qu'en faisant pivoter le télescope via cet axe, on va pouvoir compenser la rotation de la Terre. Donc, in fine, on peut rester sur un objet dans le ciel aussi longtemps qu'on veut grâce à un moteur qui va entraîner le télescope et qui va compenser la rotation de la Terre. Donc nous, on va avoir deux paramètres importants quand on va vouloir faire un pointage, c'est-à-dire regarder un objet dans le ciel, c'est de rentrer les coordonnées de l'objet en tenant compte du fait qu'on est avec une monture équatoriale. Donc on aura deux coordonnées à rentrer, ce seront deux angles. On a ce qu'on appelle l'angle horaire et la déclinaison. Ça, c'est valable pour ce télescope. Sauf que dans les catalogues, on vous fournira deux autres coordonnées. Il y en a une, en réalité c'est la même, c'est la déclinaison, elle ne change pas, mais l'autre coordonnée, ce n'est pas l'angle horaire, c'est l'ascension droite. L'ascension droite, c'est une coordonnée qui est fixe dans le ciel. Pour nous, ce n'est pas pratique parce que le ciel bouge. Donc il faut qu'on convertisse l'ascension droite en angle horaire. Pour ça, il y a un calcul qui est assez simple, c'est juste une soustraction. L'angle horaire, c'est le temps sidéral moins l'ascension droite. Donc le temps sidéral, c'est le temps de l'astronome, ce n'est pas celui que vous avez à vos montres, vous en avez entendu parler, par jour, grosso modo, il y a 3 minutes de moins, ce qui explique que dans les coupoles, souvent, il y a une horloge qui était dédiée justement à l'affichage du temps sidéral pour qu'on puisse faire les calculs entre ce qu'on trouvait dans les catalogues, les coordonnées des objets, et pouvoir faire le pointage avec le télescope. Alors le principe de fonctionnement du télescope, c'est que la lumière va rentrer par son extrémité, elle va atteindre le miroir primaire qui est situé ici, le miroir de 80 cm, ça repart sur l'axe optique du télescope, et à l'intérieur du télescope, on a ce qu'on appelle le miroir secondaire, qui est un miroir qui va renvoyer la lumière à travers le miroir primaire, parce que le miroir primaire comprend une ouverture en son centre, et la lumière va finir dans l'optique qui est ici. Ici, on a deux optiques sur ce miroir, sur ce télescope, au choix. Soit on utilise une optique qui est ici, donc un oculaire, on va pouvoir observer à l'œil, soit on utilise une caméra CCD qui est positionnée derrière, et on va choisir avec lequel on l'observe. Avec ce type d'instrument, historiquement, on pouvait faire deux types d'observations, soit de l'imagerie avec de l'astrophotométrie, soit la spectroscopie. Actuellement, on ne fait plus que de l'imagerie avec les instruments d'optique qui sont là. Alors, l'idée, quand on va mettre en fonctionnement tout ce télescope, c'est qu'on va devoir commencer par allumer l'électronique. Le télescope a été mis à jour, il y a des nouveautés qui ont été faites, donc il y a de l'électronique ici qui permet d'avoir un accès à une image CCD qu'on traitera plus tard, on verra ça tout à l'heure. Et puis il y a de l'électronique qui est gérée aussi à l'intérieur du télescope pour, par exemple, la position du miroir secondaire qui va nous aider à régler la focale. Pas la focale en tant que telle, mais plutôt la netteté de l'image, le focus. On a aussi un système de motorisation qui nous permet d'ouvrir ce qu'on appelle les pétales, à savoir que c'est un système qui protège le miroir principal des poussières ou éventuellement de l'eau qui pourrait s'infiltrer via le dôme. Donc nous, quand on met en service le télescope, quand on le met en fonctionnement, la première chose à faire, c'est d'allumer la caméra CCD, d'ouvrir les pétales, de mettre en fonctionnement le moteur d'entraînement, on l'a dit tout à l'heure, qui nous permet de suivre un objet sur le ciel.
Une fois qu'on a fait toutes ces opérations, on peut commencer à utiliser le télescope et à le manipuler. Alors, dans l'ordre des choses, ce qu'on va faire, c'est récupérer les coordonnées de l'objet. Une fois qu'on les a, on a la déclinaison, on peut la régler. Ça se fait via, ici, l'oculaire, puisqu'en fait, c'est un chemin optique avec un système de miroir. Les coordonnées sont gravées là-haut, sur un disque en laiton, où on a les déclinaisons qui sont indiquées. Donc la lecture se fait de manière analogique. Ce n'est pas du tout numérique, comme ça peut être le cas dans les autres télescopes de l'Observatoire de Haute-Provence, où on a des moteurs qui sont codés et qui nous donnent déjà directement l'ascension droite. On n'a pas besoin de la convertir en angle horaire. Et en plus, la lecture se fait via un affichage numérique. Ici, c'est de l'analogique, donc on va aller lire via cet oculaire la coordonnée de déclinaison ici. Si on veut lire la coordonnée d'angle horaire, c'est pareil, caché derrière le pilier là-bas, on a une optique qui nous permet d'aller lire sur un disque en laiton qui est situé là-haut, la coordonnée en angle horaire. Donc, la coordonnée d'angle horaire, elle va être graduée de 0 quand on part du méridien. Alors je rappelle qu'ici, puisqu'on est avec une monture équatoriale, derrière moi c'est le pilier nord, puisque c'est le nord, en face pilier sud, et ici on a le méridien local. Donc quand on va chercher les coordonnées, en termes d'angle horaire, on est à 0, à minuit, quand on est sur le méridien. Et puis en partant vers l'ouest, on va commencer avec 1 heure, 2 heures, jusqu'à 6 heures, on est sur l'horizon. Minuit, c'est le nadir. Quand on est à 18 heures, on est plein est. Et puis après, on est jusqu'à 24 heures, on a fait la révolution complète. Ça, c'est pour l'angle horaire. Si on part du principe qu'on veut régler la déclinaison, par définition, la référence, c'est le plan équatorial terrestre. Donc c'est un plan qui est perpendiculaire à l'axe, ici, qui est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Ce qui veut dire qu'en gros, ici, on a le méridien, l'équateur terrestre. Quand on est au-dessus, ça se calcule en degrés, ça s'exprime en degrés. On est de 0 jusqu'à 90 degrés. 90 degrés plus 90 degrés, on est sur l'étoile polaire. Si on part en négatif, on va en direction du pôle sud. Donc on règle la déclinaison ici, plus 90, moins 90, et on va régler l'angle horaire là-bas. Pour ça, on a les objets pour lire, et puis on a de quoi déplacer le télescope. On a 3 moyens pour déplacer le télescope. Il faut savoir que le télescope, il a été motorisé. Motorisé au sens où on a des moteurs qui nous permettent des déplacements fins. Ces moteurs-là, on les utilise qu'à la fin quand on veut ajuster le champ du télescope, quand on n'est pas très loin de l'objet, qu'on a rentré les coordonnées. Quand on commence et qu'on veut pointer vers un objet, on a souvent des mouvements importants à faire. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le télescope des moteurs. Sur une voiture, ça correspondrait à débrayer. Ici, le terme utilisé, c'est décaler le télescope. Donc on a des commandes qui sont présentes ici, sur des raquettes, qui font qu'on peut décaler le télescope. Une fois que le télescope est décalé, on peut le manipuler à la main. Alors, le manipuler à la main, ça veut dire le saisir sur sa structure métallique. Attention, hein, sa structure métallique, par exemple ici, celle qu'on utilise, c'est la structure rouge. Alors, en aucun cas, on va aller le saisir par des optiques. C'est bien trop fragile. Donc, on peut le saisir à la main et le manipuler à la main pour faire des mouvements. Ça, c'est pour les très grands mouvements au début. Après, quand on veut commencer à ajuster pour les coordonnées, on a à notre disposition des volants ou des manivelles. Ici, on a une manivelle par un système d'engrenage qui nous permet de régler la déclinaison. On va avoir de la même manière un volant qui est situé à côté du pilier nord qui nous permet de régler l'angle horaire. Une fois qu'on est proche de ce qu'on cherche en termes de coordonnées, ce qui va se passer, c'est qu'en déclinaison, on n'a pas besoin de toucher quoi que ce soit puisque la déclinaison, elle est fixe. Par contre, on a besoin de suivre avec l'ascension droite. Donc, les moteurs vont prendre le relais. Quand je dis moteur, ça va être le système d'entraînement qui est situé au-dessus de moi, sur le pilier nord, qui va compenser à la juste vitesse la rotation de la Terre. En fait, ce moteur, on peut régler sa vitesse. Si on est en train de suivre un objet dans le ciel qui est immobile, entre guillemets, des étoiles, quelque chose de lointain, même une planète, en général, il suffit de régler la vitesse du moteur pour compenser la rotation de la Terre. Mais parfois, on a des objets qui sont en mouvement et qui sont relativement proches de nous souvent. Le meilleur exemple, c'est la Lune. À ce moment-là, la vitesse d'entraînement doit être légèrement modifiée pour se caler sur le fait qu'il y a la Lune qui tourne autour de la Terre en même temps que la Terre tourne sur elle-même. Concernant l'entraînement du télescope, donc l'entraînement se fait
avec un moteur pas à pas qui est guidé avec de l'électronique pour gérer sa vitesse. Et c'est une vis sans fin qui entraîne un secteur. Le secteur, il fait grosso modo 45 degrés. 45 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en théorie, on pourrait faire 360 degrés, c'est-à-dire 24 heures. Si on a 45 degrés, le secteur nous propose à peu près 3 heures d'autonomie. 3 heures d'autonomie pour suivre un objet. Et au bout de ces 3 heures d'autonomie, il y a un système d'alarme qui nous prévient en cas où on a oublié. Il faut réamorcer le système. Ça veut dire qu'il faut remonter le secteur pour qu'à nouveau on puisse suivre un objet dans son déplacement. Une fois qu'on a fait ça, on a normalement, si on a bien fait nos réglages en termes de pointage, on a l'image qui va pouvoir se former sur les optiques. Alors pour vérifier si on a bien l'objet dans les optiques, on pourrait regarder directement sur l'optique principale du télescope. En réalité, on a un système de pointage qui n'est pas extrêmement précis, donc la probabilité pour qu'on ait directement l'objet à l'intérieur de l'optique est relativement faible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'autres optiques qui sont fixées sur le télescope. Vous avez peut-être noté qu'en plus des optiques qui servent à lire les coordonnées, on en a d'autres qui sont présents. En fait, ce sont des petites lunettes. Elles sont disposées tout autour du télescope. En tout, on en a 4. Et utiliser ces lunettes, ça nous permet de chercher l'objet. Autrement dit, dans ces lunettes-là, le champ est beaucoup plus large. En général, plus la lunette est petite, plus le champ est large. Donc on va, après le pointage, chercher l'objet dans ces lunettes. Si on le trouve, parce qu'on a bien fait notre pointage, on va centrer l'objet dans ces lunettes respectives. On va de celle qui grossit le moins, où le champ est le plus large, jusqu'à celle qui grossit le plus, où on a parfois même des réticules pour effectuer le centrage. Les axes optiques de tous les instruments, télescope compris, sont tous parallèles. Donc si on centre l'objet dans l'une des lunettes, ça va nous permettre de le centrer dans le télescope. Donc une fois qu'on a fait cette opération, normalement, si on a centré l'objet dans une lunette, on l'a dans l'objectif principal du télescope. Ça, c'est si on veut observer à l'œil. C'est intéressant, mais évidemment, si on commence à vouloir faire de la recherche ou simplement avoir des images, faire des acquisitions, traiter des données, on va avoir besoin d'enregistrer l'image. Donc, avant, dans le temps, on faisait ça de manière argentique. Maintenant, on est avec la caméra CCD, donc on a moyen de basculer d'une observation avec un oculaire à une observation avec la CCD grâce à un miroir qu'on va retirer du trajet optique. Autrement dit, quand la lumière arrive, on a un miroir qui est à 45 degrés, qui est situé dans la bonnette. Quand il est rentré, la lumière va être envoyée à 45 degrés ici, dans l'objectif oculaire. Si on retire le miroir, la lumière continue et va finir sur la caméra. Quand on passe de l'un à l'autre, on va devoir ajuster la netteté. On va devoir changer un petit peu la position du miroir secondaire pour que l'image soit nette, parce que ce n'est pas exactement les mêmes réglages, suivant si on regarde via l'oculaire ou suivant si on regarde via la caméra CCD. Une fois qu'on a l'image à l'oculaire, on bascule sur la caméra et on va pouvoir commencer les acquisitions sur la caméra via l'ordinateur qui est situé dans une salle située à côté. On a un renvoi de l'image qui se fait directement là-bas. En fait, on a même dans la salle d'à côté, on le verra tout à l'heure, des commandes qui nous permettent d'ajuster, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des moteurs pour les mouvements fins. C'est-à-dire que ça sera surtout utile quand on aura dans l'oculaire ou quand on sera sur la caméra, de faire des petits mouvements de télescope pour centrer l'objet sur la caméra, par exemple. Et on a des raquettes de commande qui sont présentes dans la salle de commande. De la même manière qu'on a une raquette de commande qui nous permet d'ajuster la position du miroir secondaire pour ajuster la netteté de l'image. Ce sont des réglages importants avant toute acquisition. Alors, une fois qu'on a terminé le pointage, évidemment, il va falloir qu'on ouvre la coupole pour pouvoir faire les observations. En général, la coupole, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre en début de soirée. L'important, c'est d'essayer de thermaliser le dôme. On a, surtout en été, des différences de température assez importantes entre l'intérieur et l'extérieur, ce qui fait que si on ouvre au dernier moment, il va y avoir des mouvements d'air qui vont se créer entre l'intérieur et l'extérieur de la coupole, et ces turbulences, elles vont être néfastes pour les observations, parce que ça se traduit par des légers mouvements au niveau de l'image. Donc on thermalise la coupole en ouvrant le plus tôt possible. Pour ouvrir la coupole, on a un moteur qui est situé. Alors la fenêtre d'ouverture, ça s'appelle un cimier. Il y a un moteur qui est juste à côté qui permet de l'ouvrir avec une commande. Mais pour pouvoir le faire, il faut que le moteur soit alimenté. Le moteur est alimenté si le contact se fait. Le contact se fait avec un système
de balai sur des pistes de cuivre. Et ça, c'est uniquement valable si le dôme est dans une certaine position. En d'autres termes, il faut ouvrir le cimier uniquement quand le dôme est orienté, enfin le cimier pardon, est orienté vers l'est. Une fois que c'est le cas, on peut ouvrir. Donc on ouvre au début, puis après on peut tourner la coupole comme on veut. Mais quand on va vouloir refermer le cimier, il va falloir remettre le dôme dans sa position. On a une caméra CCD avec des particularités. Ce n'est pas quelque chose de standard, c'est quelque chose qui a une très grande dynamique. En d'autres termes, elle a une très grande sensibilité. Elle vous permet de rendre des rendus sur des objets qui sont très peu lumineux jusqu'à des objets qui sont très lumineux. Bon, l'inconvénient, par contre, c'est que c'est une caméra qui fait des images en noir et blanc. Donc si on veut de la couleur, il faut qu'on reconstitue des images. Pour ça, on va utiliser des filtres. À l'intérieur de la bonnette qui est ici, non seulement on a une caméra CCD, mais on a une roue à filtres dans laquelle on va pouvoir disposer jusqu'à 6 filtres différents. Si on veut juste faire de la couleur, on va utiliser des filtres rouge, vert et bleu. Ça veut dire que pour un objet donné, on va faire une acquisition avec le filtre rouge, une acquisition avec le filtre vert, une acquisition avec le filtre bleu, et à la fin, on va devoir superposer toutes ces images pour retrouver la couleur. Mais d'un point de vue scientifique, ce qui nous intéresse aussi parfois, c'est d'aller chercher des éléments chimiques. Donc on va avoir des filtres de type interférentiel qui vont aller sélectionner des raies d'émission de certains éléments chimiques. Les plus communs, c'est évidemment l'hydrogène, l'oxygène, parfois le soufre. Donc on a la possibilité d'utiliser ces filtres pour aller chercher ces éléments. Par exemple, l'hydrogène, c'est souvent utilisé quand on fait des images sur les galaxies pour aller regarder les bras spiraux de la galaxie parce que dedans il y a des nuages d'hydrogène qui sont souvent actifs à cause de la formation d'étoiles qui font qu'ils ressortent très bien dans les bras de la galaxie. Alors, une fois qu'on a fait tous les réglages de pointage à l'intérieur du télescope, on va pouvoir faire les acquisitions à la caméra CCD. Ça va se faire via un logiciel qui est installé sur un ordinateur dans la salle de contrôle dans laquelle on est ici. Donc à partir de cette salle de contrôle, je l'ai dit précédemment, on peut piloter la caméra CCD, on peut même piloter la roue à filtre si on a besoin. Et on a des raquettes de commande qui sont déportées jusque dans la salle de contrôle qui nous permettent d'ajuster la position du télescope si on veut recadrer un peu mieux l'objet ou régler la focalisation en bougeant le miroir secondaire. À partir de là, la caméra CCD qu'on a, on la connecte à l'ordinateur, on a la possibilité de la refroidir et on le fait systématiquement, j'y reviendrai plus tard. Les réglages qu'on va faire quand on va faire une acquisition, ce sont des réglages classiques d'une exposition photo. Autrement dit, le paramètre important, c'est avant tout le temps d'acquisition. Donc on va avoir la possibilité de rentrer le temps d'acquisition qu'on souhaite. Après, on a d'autres paramètres qui sont présents avec avant tout la roue à filtre. Donc on a la commande de la roue à filtre. On peut changer la roue à filtre directement. Ici, on a un menu déroulant qui nous indique tous les filtres qui sont présents dans la roue. On a d'autres types de réglages. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a un autre paramètre qu'on utilise aussi assez fortement, c'est le binning. Autrement dit, c'est quand on a des objets qui sont assez peu lumineux, on va faire en sorte de diminuer la résolution de la caméra, mais de gagner en temps d'exposition pour ne pas avoir des temps trop longs d'exposition. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut lancer l'acquisition en appuyant sur Start. Alors ce qui se passe souvent, c'est que quand on veut faire un traitement d'image, quand on veut reconstruire une image en couleur, on a plusieurs filtres à passer sur un même objet, donc faire plusieurs acquisitions. Plutôt que de les faire une par une, ce qu'on peut faire, c'est programmer la séquence d'acquisition qu'on va faire. Donc ici, on a un tableau complet dans lequel on va choisir le nombre d'acquisitions qu'on va faire. Et pour chacune, on peut régler le filtre qui correspond, le temps d'exposition et le binning. Avec après la possibilité encore, pour un type d'acquisition, de la répéter autant de fois qu'on veut. Ça va être important quand on va vouloir traiter le bruit de fond. Alors pourquoi le bruit de fond? Ici, sur cet écran, je vous montre une acquisition au T80 de Jupiter. Alors si on regarde, on peut deviner sur cette acquisition les bandes des tropiques de Jupiter. Alors je le redis, une caméra CCD, c'est des acquisitions en noir et blanc. Ici, on a fait une acquisition avec un filtre.
Néanmoins, pour l'instant, on n'a pas fait le traitement de remise en couleur, donc même s'il y a un filtre, l'image est en noir et blanc. Donc on voit Jupiter, c'est une acquisition grossière, mais ce qu'on commence à voir apparaître, c'est certains défauts dans les alentours de Jupiter. Alors je vais jouer sur la luminosité et le contraste de l'image pour mieux les faire apparaître. On se rend compte, voilà, qu'on a tout un ensemble de taches qui sont présentes autour. Ces taches, c'est quoi? C'est un des 3 traitements qu'on doit faire subir à l'image. En fait, ça correspond à des poussières qui sont présentes sur soit le miroir, mais en l'occurrence ici, c'est plutôt les filtres qui sont devant la caméra. Donc, ce qui veut dire que la caméra, normalement, elle ne devrait pas présenter tout ça. Donc, il y a en tout 3 traitements qu'on distingue quand on veut faire du traitement de bruit sur une image acquise en CCD. Je vais donner les termes anglais. Il y a ce qu'on appelle le bias, il y a le dark et il y a le flat. Donc, ici, en l'occurrence, ce qu'on est en train de regarder, c'est le flat. Autrement dit, si j'avais un objet qui était uniformément blanc, la CCD devrait me rendre une image uniformément blanche. Ce n'est pas le cas, parce que d'abord, la CCD elle-même, de pixel à pixel, elle n'a pas un rendu qui est exactement le même. Et puis, à cause des poussières qui sont présentes sur l'optique, on a une différence d'intensité, même si on avait au départ un objet qui était uniformément blanc. Donc, on va corriger ça, et pour ça, il est important, quand on fait des acquisitions sur un télescope à un moment donné, en plus des images qu'on fait des objets, on va devoir faire des acquisitions qui vont nous permettre de faire le traitement d'image. Quand c'est un flat, on utilise un objet uniformément lumineux. On peut le faire de 2 manières. En général, on le fait sur le ciel, au moment de l'aube ou du crépuscule, quand il n'y a pas encore trop de lumière, parce que le télescope concentrant la lumière, il ne faut pas qu'il y ait trop d'intensité. On se met sur une portion du ciel qui est faiblement lumineuse à l'aube et au crépuscule, et on fait des acquisitions. Théoriquement, on devrait en avoir une image uniforme, ça ne va pas être le cas. Et donc, on va pouvoir cibler ce qui ne va pas dans une image, et on va pouvoir le traiter en faisant ce qu'on appelle une division de l'image à la fin pour corriger ses défauts. Il y a 2 autres acquisitions qui sont indispensables. Il y a ce qu'on appelle le bias et le dark. Donc ça, c'est des problèmes d'électronique. Le bias, on va dire que c'est un bruit qui est inhérent à la lecture d'une caméra CCD. Normalement, si je fais une acquisition qui dure 0 secondes, donc en fait, je ne demande pas l'ouverture de l'obturateur et que je lis ce qu'il y a sur la caméra, je devrais avoir absolument aucun signal. Et en fait, je vais en avoir. C'est l'exemple que je vais avoir typiquement sur cette image-là. Cette image-là, on ne le voit pas très bien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas noir, alors que ça devrait l'être, parce que ça, c'est un bias. Donc ça veut dire qu'il y a ces acquisitions qui sont à faire. Donc de la même manière, on fait l'acquisition des bias systématiquement pour pouvoir traiter les images après avoir fait les acquisitions d'objets. Et enfin, il y a le dernier bruit, que je ne vais pas vous donner d'exemple parce que ça ressemble énormément à un bias, c'est ce qu'on appelle le dark, qui est dû à la caméra, qui a un bruit dit thermique. Autrement dit, normalement, sur une caméra CCD, on ne devrait avoir du signal que là où il y a des photons qui sont arrivés. Et il y a une conversion de photons en électrons au niveau de l'électronique de la CCD avec l'histoire du gap, bande de valence, bande de conduction et des pièges qu'on a installés pour capturer les électrons. Sauf que, vu qu'on n'est pas à une température du zéro absolu, il y a quelques électrons, on a une distribution de Fermi-Dirac, il y a quelques électrons qui ont suffisamment d'énergie pour aller se mettre dans les pièges sans qu'il y ait de photons qui soient arrivés. C'est ce bruit-là qu'on appelle dark, et pour le traiter, alors déjà on va prendre des précautions, on va refroidir la caméra. C'est pour ça que je vous ai dit que sur la caméra, on peut contrôler la température de la caméra. On a ce qu'on appelle un pelletier, un système de refroidissement électrique qui nous permet de descendre la température de la caméra pour limiter ce bruit-là. Néanmoins, il existe. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des acquisitions dites de dark. Alors le bias, c'est une acquisition avec un temps de pause nul. Le dark, ça va être des acquisitions avec l'obturateur fermé, donc pas de lumière qui rentre. Et on va mettre un temps d'acquisition qui va être celui des images qu'on a faites sur les objets célestes. Et là, ça nous donne le bruit qui est typique du dark. Et on doit le faire pour tous les temps d'exposition qu'on va utiliser, avec les mêmes conditions aussi de binning. Voilà. Donc ça, c'est des acquisitions que vous devez faire normalement toutes les nuits, et même plusieurs fois par nuit, parce que ça peut varier avec la température du télescope, en l'occurrence le dark. Et une fois que vous avez fait toutes ces acquisitions, plus les acquisitions d'images des objets, vous avez un traitement d'image à faire pour d'abord retirer le bruit de toutes les images, et après, si vous voulez recomposer l'image en couleur, il va falloir superposer toutes ces images-là.
Et en plus, pour limiter les problèmes, on a un autre problème qui est ce qu'on appelle les cosmiques. Donc, ce sont des rayons cosmiques qui nous viennent de l'atmosphère terrestre, qui viennent parfois impacter nos images. Ça fait des traînées très courtes, mais très intenses en luminosité. Donc ça aussi, il faut qu'on les élimine. C'est pour ça qu'on ne prend pas en général qu'une seule image d'un objet avec un filtre. On va acquérir plusieurs images pour pouvoir faire soit des moyennes, soit mieux ce qu'on appelle des médianes pour éliminer le bruit qui vient de ces cosmiques. Donc ça veut dire qu'en fait, on a toute une chaîne de traitement d'images qui doit être faite a posteriori.